Bonjour les amis. Et bienvenue dans cette vidéo sur laquelle on va parler de Fate Stay Night Evansville 3 Spring Song, dernier film de la trilogie Evansville et qui est enfin disponible en Blu-ray et streaming depuis le 31 mars. On va bien évidemment spoiler allègrement, donc si vous ne l'avez toujours pas vu, vous êtes pris de quitter la vidéo, et pour les autres, on lance le générique. 先輩覚えてますかごめんねただ俺はキリツグのようになりたかった。やっちゃえバーサーカー I am the bone of my soul. カリバー Bon, alors avant de parler du film en lui-même, je pense qu'il est bon de rappeler le contexte. Et je pense qu'ici, on est un peu à la fin d'une ère. Comme Nico l'a dit en intro, ce film est le dernier de la trilogie Evansville. Cette trilogie étant elle-même l'adaptation de la dernière route de Fate Stay Night. Si bien que désormais, toutes les routes du visual novel ont été adaptées. Bon, certains espèrent encore un remake de la première route, qui avait été un peu foiré par Dean, comme ils avaient incorporé des éléments de toutes les routes dedans. Mais c'est absolument pas certain que ça se fasse. Donc c'est pas la question ici. Le fait est en tout cas que depuis 2006, et ce premier animé de Dean, ça fait 15 ans que l'adaptation du visual novel a commencé, et elle vient enfin d'être achevée. La question qu'il faut donc poser, c'est si cette adaptation était bonne, et tout particulièrement ce dernier film. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par mettre les choses au clair, il y a deux types d'analyses à faire ici. Tout d'abord, est-ce que le film en lui-même était bon ? Et ensuite, est-ce qu'il est une bonne adaptation ? Ce qui sont deux choses très différentes. Du coup, on va commencer par cette première question. Et on va pas tourner autour du pot, le film en lui-même était excellent. Il se veut être un condensé de hype et d'action pour permettre à Ufotable de montrer à tous à quel point leur animation est supérieure. Et même les plus grands détracteurs du film doivent admettre que sur ce point, c'est réussi. Pour vous donner une idée, j'étais allé le voir au cinéma il y a quelques mois quand il était sorti en salle, et j'avais été tellement ébloui par la qualité d'animation et entraîné par la hype que je n'avais presque rien retenu de l'histoire. Étant un fan d'animation moi-même, j'ai appris au fur et à mesure des années à savoir apprécier une belle animation, même si le scénario derrière est pas forcément ouf. Donc forcément, ce Evansville 3 a été un délice absolu pour moi. Pas qu'il n'y ait pas de scénario derrière, hein, mais bon, ça on va y revenir après. Alors du coup, la hype vient principalement des combats, et c'est sur cela que Ufotable a tout donné. On avait déjà eu Berserker contre Salter dans le deuxième film, qui avait déjà été considéré comme le combat le mieux animé de tous les temps, et cette fois évidemment le studio a essayé de se dépasser, et nous a offert des combats magnifiques, avec des persos qu'on n'avait pas forcément vu énormément jusqu'à présent, et qu'on est content de voir un peu développer. Notamment bien évidemment Rider Medusa, qui a enfin eu son heure de gloire alors qu'elle était un personnage très secondaire dans les autres routes. L'utilisation de ses yeux capables de pétrifier, son association avec Shirou qui a suffisamment confiance en elle pour la laisser se battre en première ligne, suivi pour finir de son noble fantasme qu'on n'avait jusqu'à présent vu qu'une seule fois dans l'anime de 2006, tout ça a permis de créer un combat magnifique. Sûrement plus beau encore que celui de Berserker contre Salter du deuxième film. Mais ça reste assez subjectif comme avis, donc on va rien affirmer sur ce point-là. Et bien sûr, c'est pas le seul combat très stylé, hein, et c'est au final même pas celui qui m'a le plus hypé personnellement. En effet, bien que moins impressionnant car beaucoup plus rapide, ce qui m'a le plus excité dans ce film, c'était ce combat de Shiro contre Berserker. Shiro qui, en fusionnant avec le bras d'Archer, obtient un power-up monstrueux et vient recréer la lame de Berserker avant de lui infliger son 9 Lives Blade Works, l'exterminant ainsi en un instant. Le tout se faisait bien sûr avec le Emiya theme en fond et ça rendait super bien. Bon, il y a eu d'autres combats encore, comme Kirei contre Assassin et Zuken, Rin contre Sakura, ou encore Kirei contre Shirou. Mais on n'est pas là pour s'extasier sur l'animation. On est quand même des youtubeurs de qualité à la base. Ouais, enfin, ça fait quand même 5 minutes qu'on fait que s'extasier sur l'animation là, hein. Mais on n'est pas là pour s'extasier sur l'animation pendant toute la vidéo. Et du coup, on va maintenant parler un peu de l'histoire. Effectivement, mais avant ça, petit rappel, on a fait par le passé 2 vidéos sur Fate, donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aller les voir et n'oubliez pas de récompenser notre travail avec un pouce bleu et en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Ok, ceci étant dit, on peut y retourner. Bon, depuis tout à l'heure, on a fait que vous parler de hype et de combat. Mais le film n'était pas uniquement centré sur ça. On a quand même eu pas mal de lore et d'explications au final. A commencer par tout ce qui est dit autour de la création du Graal par les 3 anciennes familles, Tosaka, Heinsberg et Makiri. On les voit créer ainsi le Grand Graal dans l'objectif de surpasser leur humanité ou quelque chose du genre. C'est pas vraiment hyper clair. Mais bon, on a au moins quelques explications sur l'Evansville et on comprend mieux la fin de Apocrypha. Ceux qui l'ont vu comprendront de quoi je parle. En dehors de ça,
On découvre aussi l'existence de Henry Mayu, qui avait déjà été mentionné auparavant si je dis pas de conneries. Mais c'est bien dans ce film qu'on nous explique réellement de qui il s'agit. Sa backstory est d'ailleurs extrêmement intéressante je trouve. Pour ceux qui n'auraient pas trop suivi, il s'agit de l'histoire d'un village dans lequel on aurait choisi un individu pour lui faire porter tous les maux de la Terre, et ainsi prouver qu'à son exception, le genre humain était bon. Celui-ci, à la fois craint et haï, était aussi révéré comme un dieu, et finit par devenir un esprit héroïque. Toutefois, il était extrêmement faible, et après avoir été vaincu lors d'une guerre du Graal, il a été aspiré par ce dernier et l'a corrompu de l'intérieur en lui offrant un souhait. Cela résulta en la réalisation de ce souhait, et donc à la création d'un être né pour représenter le mal, et capable de maudire l'ensemble de l'humanité. Je trouve ce concept de bouc émissaire portant tous les péchés du monde sur ses épaules particulièrement intéressant. Cette histoire me fait d'ailleurs beaucoup penser à la nouvelle de Ursula Le Guin, Ceux qui partent d'Omélas, dont Monsieur Phi a fait une lecture et un commentaire sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien en description, c'est très intéressant. Henry Mayu mis à part, on a aussi beaucoup appris sur Kirei, qui a enfin révélé son passé avec Claudia et ses objectifs. Mais bon, on va pas reparler ici de Kirei, vu qu'on a fait toute une partie analyse du perso soumis dans notre vidéo sur Fate Zero, sortie il y a à peine une semaine. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Puisqu'on parle de développement de perso, on doit évidemment mentionner Shiro. On en a déjà parlé dans notre toute première vidéo sur Fate Stay Night, Shiro évolue différemment dans les 3 routes. Si dans UBW par exemple il va s'entêter dans son objectif de devenir un héros malgré tout ce que Archer lui dira, ici Shiro vient s'opposer à celui qui avait toujours été son modèle, Kiritsugu. Là c'est pas quelque chose de très compliqué à voir puisque c'est assez récurrent dans le film que tout soit directement dit par les personnages pour être sûr que tout le monde comprenne. On a donc Kirei qui souligne directement le fait que Kiritsugu aurait tué Sakura s'il avait été à la place de Shiro. Ce dernier a donc une évolution intéressante, pour moi la meilleure des 3 routes, puisqu'il accepte enfin ses désirs égoïstes et agit donc en humain, préférant sauver Sakura, quitte à devoir faire de lourds sacrifices. Le moment où ça se voit le plus dans le film, je pense que c'est quand Shiro achève Salter. La mise en scène s'arrête bien sur leur regard pour montrer qu'en temps normal, Shiro aurait hésité, voire même aurait été incapable de la tuer, mais que tel qu'il est actuellement, il n'hésite même pas et fait ce qui doit être fait. Les autres persos sont d'ailleurs aussi bien mis en valeur, à commencer par Sakura et Rin, dont la discussion finale rappelle à quel point leur vie fut tragique. Alors oui, ça a été fait de manière assez rapide, mais de manière claire et compréhensible je pense. Donc sans plaindre, ça reviendrait un peu à enculer les mouches, sans mauvaise blague par rapport à des viols incestueux bien évidemment, c'est pas notre genre. Malgré ce qu'on a dit, tout n'est pas parfait, et on peut reprocher une certaine dose de scénario par moment. Shiro qui fusionne avec le bras d'Archie pour maintenant être capable de 1v1 Berserker. Ou encore Shiro toujours, qui est soudain capable de reproduire des artefacts légendaires comme la lame de Médée ou l'épée des jouets de Zelresh, qui a une puissance de dingue. Kirei qui décide de se battre à main nue plutôt que d'utiliser des armes. Et Sakura qui décide de ne pas tuer tout le monde quand elle en a l'occasion au début, et qui laisse Ilia se faire secourir sans venir combattre. Enfin bref, vous avez l'idée. Il y a effectivement pas mal de facilités scénaristiques qui peuvent en déranger certains, mais ça a toujours été le cas dans Fate, et quand c'est pour nous proposer une telle qualité, je suis personnellement prêt à passer outre ce genre de problème. Mais bon, comme on l'a dit au début, il faut aussi faire la différence entre bon film et bonne adaptation. Et sur ce point, le film laisse apparemment à désirer. On n'a pas lu le visual novel de nous-mêmes, mais on a notre réseau d'informateurs sur notre serveur Discord qui nous ont bien fait comprendre que le film passait sur énormément de points du visual novel, soit trop rapidement, soit en les skippant complètement. Et parmi ces points, notamment tout le développement de Ilia, ce qui est quand même dommage quand on sait que dans toutes les routes précédentes, elle avait aussi été plutôt délaissée. Dans l'ensemble, le film a voulu être beaucoup plus centré action, et a donc décidé d'enlever la plupart des passages slice of life et des explications sur le fonctionnement de l'univers, la magie, etc., qui auraient pu être intégrés si la route avait été adaptée en série animée et non pas en film. Mais en série, l'animation aurait évidemment été de moindre qualité, et donc bon, il fallait bien faire un choix. Pour conclure, je pense que malgré tout ce qu'on peut dire de ce film, le plus important c'est qu'il ait continué la tradition des 2 routes précédentes en nous offrant une nouvelle phrase digne des plus grands philosophes. エミよ、助けた者が女ならば殺す。目の前で死なれるのはなかなかに応えるぞ。Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. On l'a déjà mentionné plus tôt, mais pensez à aller voir nos vidéos sur Fate Stay Night et Fate Zero, qui sont beaucoup plus complètes que cette courte review. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, liker la vidéo, et rejoignez-nous sur Twitter ou Discord, lien en description pour les gens qui se demandent. Et sur ce, on se laisse pour aujourd'hui, mais on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos.